l'émission Cogito, grand débat de jeunes, que j'ai l'honneur de vous présenter. Ce soir, notre débat portera sur le code minier promulgué par le président de la République le 9 mars de cette année. Alors, comme vous le savez bien, sur ces plateaux, nous faisons toujours appel aux cogiteurs. Ensemble, nous débattrons sur ces thèmes. Nouveau code minier, un nouvel espoir pour l'économie de la République démocratique du Congo. Malheureusement que le professeur Taylor Lubanga n'a pas répondu à notre invitation. Alors je m'en vais directement à la présentation des cogiteurs. À ma gauche, je suis accompagnée de Eli, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, Eli? Oui, ça va. Tu as disparu. J'étais un peu malade, mais maintenant ça va. D'accord. Nissi Akachi, tu vas bien? Bonsoir Kaindo. En forme? Très en forme. Prête pour affronter les hommes? Parce que évidemment, tu es la seule. comme d'habitude. D'accord. Voilà, il est parmi nous ce soir. Lui, c'est Aristote. Tu vas bien, Aristote? Ça va. Tu étais où? Mais il y a les téléspectateurs qui m'appelaient. Mais Nadia, je ne vois plus Aristote. Qu'est-ce qu'il y a? C'est leurs apaisements. On était appelés par certains devoirs. On est là. Voilà, il est de retour. À ma droite, je suis accompagnée de Joël Velu, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Nadia. Bien habillé, Joël. Merci. D'accord. Et puis nous avons Joseph Madimba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tu merci. vas bien, Joseph? Je vais très bien. Voilà. Pour clôturer avec les cogiteurs, nous avons Jos Kalinga, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Nadia. Tu vas bien, Jos? Très bien. En forme? Très, très bien. D'accord. Voilà. Comme je le disais tantôt, alors le 9 mars 2018, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a promulgué le nouveau code minier, remplaçant ainsi celui de 2002. Alors, chers cogiteurs, comment avez-vous accueilli la promulgation de ce nouveau code minier? Commençons avec Jos Kalinga. Merci beaucoup, Madame Nadia Kaindo. Vous savez très bien que c'est pour nous un honneur ces derniers temps parce que nous sommes en train de révisiter la plupart de nos lois. Le nouveau code minier vient remplacer le code minier de 2002 qui est l'œuvre après beaucoup de conflits, de guerres. C'est pendant ces moments-là que nous avions eu à mettre en place ce code minier de 2002. Et maintenant là que nous avons besoin de se réapproprier nos richesses, c'était pour nous aussi une occasion, pendant que les prix de matières premières sont en train d'augmenter, c'était pour le pays, c'est pour le pays une occasion de se rétablir, afin de bénéficier de tous ces produits-là, pour essayer de remonter un peu l'économie congolaise. Voilà, Aristote Chikunga, vous partagez le même avis ou vous avez un avis contraire? Oui, c'est bien dit de la part de Jos. Nous avions toujours partagé bien des points de vue dans différentes questions, surtout des questions les plus importantes comme celles qui concernent la souveraineté d'un État. Okay. Et lorsque j'ai vu la teneur de cette loi, je me suis dit, enfin, nous avons une loi. Parce qu'à l'époque de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, et nous étions plutôt dans le cadre on dit ça mieux en droit, le régime conventionnel, hein, n'est-ce pas? On est passé du régime conventionnel au régime des droits communs, c'est-à-dire les mêmes normes vont s'appliquer à tout le monde. Alors le péché qu'il y avait dans l'ancien code, c'était juste une possibilité que l'État avait de conclure de manière toute singulière avec certains opérateurs économiques. Et comme Jos vient de dire, avec l'aubaine que nous avions eu avec la hausse du prix de coltan, qui aurait bien sûr des répercussions sur l'embellie de nos chiffres sur le plan budgétaire. Et je me dis, c'est vraiment venu à point nommé, dans la mesure où il y aura une loi qui va s'imposer de manière impérative pour tout le monde. Donc on quitte le régime conventionnel à un régime des droits communs. Donc voilà, c'est bénéfique. Et puis ça livre aussi moins aux autorités compétentes de la tentation de la corruption, parce que lorsqu'ils étaient seuls devant une possibilité de contracter conventionnellement avec
les opérateurs économiques singulièrement par rapport à certains avantages. Et puis, on pouvait faire passer quelques matériaux logistiques pour avoir telle ou telle autre faveur. Aristote, là, je vois que vous avez beaucoup parlé. Là, je finis par là avec cette nouvelle loi. Moi, je pense qu'il y a des options qui sont levées sur lesquelles on pourrait s'atteler ex autoritate, comme on dit. Voilà. Joël Madimba, votre point de vue. Oui. Alors, moi, je crois qu'ils ont si bien dit, les prédécesseurs, quand ils ont dit que ce nouveau code minier, justement, c'est aussi le thème, est en fait une sorte d'espoir qui, aujourd'hui, peut faire rêver les Congolais. Parce que si vous essayez un peu de scruter la liste des minerais de notre pays, vous allez vous rendre compte que on ne devrait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui comme situation économique. Il suffit seulement de s'attarder sur le cobalt, par exemple, pour se rendre compte que sur la production mondiale qui est utilisée aujourd'hui, les 60% viennent de notre pays. À se demander, par exemple, comment est-ce que nous n'arrivons pas seulement à nous construire des écoles, et ainsi de suite. Il y a quelque part là, il fallait se poser la question. En dehors de la mauvaise gestion ou de la mauvaise gérance des autorités, il fallait aussi qu'il y ait une loi qui puisse permettre réellement que les Congolais puissent être les premiers à profiter de leurs richesses. Donc je pense que cette loi est vraiment une lueur d'espoir qui vient en quelque sorte un peu faire rêver les Congolais. Voilà, ce nouveau code minier est une lueur d'espoir. Alors, Joël Vélu. Oui, il était temps pour la République de reprendre son volant. Après tant d'années qu'on a perdu tant de milliards de dollars, avec l'ancien code minier de 2002 que l'État avait négocié à une position de faiblesse, et vu les conséquences que ce code minier de 2002 a accouché, il était temps que la République, on avait du mal à faire un lien direct entre les richesses de la RDC et la situation sociale et économique de la RDC. Un pays riche comme la RDC a une situation difficile, raison pour laquelle il était temps qu'on puisse réviser vraiment notre code minier. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est en fait notre espoir. On espère qu'il y aura des impacts sociaux et des impacts politiques graves que ce nouveau code minier va nous amener. Voilà, nous espérons toujours. Elie, votre point de vue. Je l'ai bien reçu comme tout Congolais, parce que ce code nous donne quand même l'espoir, comme a dit tout le monde. Mais moi je trouve quand même que le code de 2002 avait prédit que 10 ans après on devrait réviser. C'est quand même arrivé un peu en retard parce qu'on devrait réviser depuis 2012. Bon, vaut mieux tard que jamais. Alors, pour ce qui est de l'espoir, c'est vraiment un espoir parce qu'on est quand même monté en termes de pourcentage. Et je crois que maintenant, le Congolais peut contrôler son sous-sol. Et comme a dit Joël, on attend de retomber sur ça. Voilà ce que je peux dire. Nissi Akachi, vous ne voyez pas que même si c'est une bonne décision et cela a été pris en retard, parce que là nous nous préparons pour les élections et autre chose, et voilà qu'une nouvelle loi a été promulguée. Je dirais vaut mieux tard que jamais. Prise en retard en fonction de quoi, je ne sais pas. Moi, comme tous mes prédécesseurs, je pense qu'il est opportun, il était vraiment temps que l'on puisse réadapter ces textes. Parce que qui ne répondait plus au contexte, je dirais, de l'heure, parce que la RDC en sortait presque bredouille. La RDC n'en gagnait presque rien. Je pense c'est une bonne chose, toutes ces réformes qui interviennent par rapport à ces lois qui deviennent presque caduques. Je parle même la loi sur les hydrocarbures de 1981 qui a été révisitée en 2015. Aujourd'hui, avec le code minier, la réforme a quand même duré. Évidemment, on parlait de la réforme du code minier, la réforme. Finalement, on a cette réforme. Moi, je suis très ravie surtout sur le plan environnemental parce qu'actuellement, il est obligé aux opérateurs miniers qui viennent d'avoir un plan de réhabilitation et de la restauration de l'environnement. Voilà, ils doivent montrer comment, après leur exploitation, ils vont protéger l'environnement. Et même pendant qu'ils sont en train de le faire, je pense qu'on a vraiment mis l'accent, peut-être que ça existait, mais cet accent qui est mis cette fois-ci est toujours très important. Vaut mieux tard que jamais, il est temps. On a besoin d'argent, comme on le dit pour les élections. Pour le dit élection, on a besoin d'argent. Et je pense qu'avec ces nouveaux codes miniers, les caisses de l'État seront renflouées. Voilà, vaut mieux tard que jamais. Aristote Tukunga avait parlé du côté bénéfice. Alors, je m'en vais directement là. Est-ce que pensez-vous que ces nouveaux codes miniers pourraient être bénéfiques
pour l'économie de la République démocratique du Congo? Moi, je pense d'abord que c'est vraiment un code que je pourrais appeler la loi. Oui. D'accord? Parce qu'on a enfin une loi. Et avant, c'était une loi, mais ce n'était pas une loi. Hein, des juristes comprennent. Parce que la loi, quand j'ai appris les droits, on me disait, la loi d'abord a un objectif principal de protéger, n'est-ce pas, une population. Et la population congolaise qui devrait être protégée par rapport aux retombées de ses richesses, par l'entremise de cette loi en matière minière, bien sûr, et se voyait un peu exproprié de ses richesses, s'il faut utiliser ces termes-là. Et Nissi vient de parler, là c'est le premier avantage de confirmer des choses en levant les options. Hein. Donc il y a des principes clairs définis. Il y a d'abord des critères pourcentage. À part les critères pourcentage, on revient au droit commun pour dire que ça s'impose à tout le monde au lieu de laisser la marge sur une base structurelle conventionnelle. Là, je n'en reviens plus. Mais il y a quelque chose d'important, c'est qu'ici vient de dire le principe pollueur-payeur. Alors moi, je pense que c'est une loi qui a une portée écologique aussi. D'accord? Parce qu'au-delà des taxes, on peut essayer de voir une certaine inflation dans son imposition parce qu'on a trop pollué. Et lorsque on pollue trop, on paye plus, donc il y a beaucoup d'argent qui rentre. On sait comment est-ce que c'est fait le fonctionnement de ces industriels-là. Et c'est avec le pétrole, bien entendu. Donc certainement, on aura beaucoup d'argent. Et par ricochet, on pourra aussi voir comment ces gens-là pourront avoir des attitudes réservées parce que plus ils produisent, plus ils payent des impôts. Donc on va essayer un peu de moins brûler le pétrole et moins de gaz à effet de serre. Donc on va préserver davantage l'écosystème. Voilà, nous allons préserver davantage l'écosystème. Jos Kalenga, cette décision est bénéfique pour l'économie de notre pays? Si oui, dans quel sens? Et oui, je l'avais déjà dit au départ que le code est totalement bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant en mesure de récupérer tout ce que nous étions en train de perdre comme bénéfice par rapport à nos minéraux. Et il fallait avoir les chiffres en place ou en main pour vous faire voir comment est-ce que la République va devoir gagner en termes d'intérêt. Parce qu'il y a une augmentation. On sait que les multinationales, ceux qui travaillent dans le domaine de mines, ne veulent pas qu'on puisse les appliquer. C'est-à-dire qu'il y a un peu une hausse d'intérêt ou de bénéfices par rapport à la loi. Moi, je pense que ces codes-là, nous devons l'appliquer. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'argent et nous avons besoin que notre pays trouve un peu plus de la force parce que nous ne pouvons pas continuer à être des mendiants pendant que nous sommes dans un pays où nous avons tout et même le reste du monde. Si vous prenez le cas, comme mon ami venait de le dire, du cobalt, aujourd'hui nous en produisons plus de 666 000 tonnes. Après la Chine qui est avant nous. Vous comprenez que moi je pense à ces moments, nous devons appliquer le code tel qu'il a été publié. Pourquoi? Parce que même si certaines sociétés minières ne veulent pas de ce code parce qu'ils verront leur chiffre d'affaires peut-être diminuer, mais nous pensons que cela est bénéfique pour le pays et que nous devons l'appliquer. Vu la réticence, comme vient de le dire Jos Kalenga, des entreprises minières telles que le Suisse Glencore, qui exploitent les mines de cuivre et des cobalt, des Kamoto et des Mutanda, parmi les plus importantes de la RDC bien sûr, ne pensez-vous pas que le président de la République a fait preuve d'un certain courage de prendre cette décision? Nissi. Le président de la République a fait preuve d'un certain courage. Il était temps. Il était temps. Je pense qu'il était plus que temps que ces codes, comme on l'a dit tout à l'heure, puissent avoir lieu, que cette loi puisse avoir lieu. Parce que dans l'état dans lequel nous sommes, nous avons plus que besoin de cela. Tout à l'heure, nous avons parlé du cobalt. Vous savez que dans la partie de la RDC où est produit le cobalt, c'est la même partie de la République où on trouve les plus pauvres de la République. Quel contraste. Lorsque l'on suit des documentaires, je pense que lui-même, le chef de l'État, lorsqu'il suit ce genre de documentaires, il doit être blessé dans son amour propre pour voir combien de milliards sont produits. Il y a de milliards, je pense que dans la même étude a donné
plus de 2,6 milliards de dollars. Et dans les caisses de l'État, selon Albert Youma, les DG de la GECAMINE, il y avait eu à peu près que 88 millions de dollars en 2013. Vous voyez quelle inadéquation, il était plus que temps, parce que la RDC a besoin de cet argent. Moi, je mets toujours cet accent sur les populations locales, sur l'environnement. Il faut que ces populations locales-là soient développées. Il faut qu'on construise des centres de santé, des écoles dans ces sphères-là. Ça doit être des sphères ou des zones très développées. Je pense qu'un homme intègre et intelligent ou sensé, toute personne devrait se sentir choquée devant cette situation pour venir à une réforme. Une réforme s'imposait. Elle ne s'est demandée pas, elle ne s'est priée pas, elle s'imposait parce que ça nous appartient. Je ne comprends pas, ou je digère mal que lorsque quelque chose t'appartient, que tu sois en position de faiblesse et laisser que les autres te dictent. Évidemment, nous avons suivi qu'il y a eu plus d'une société minière exerçant dans la République, dans ces zones minéreuses, si je peux dire ainsi, minières, voilà, dans ces zones minières, se sont sentis lésés. Mais j'ai également, je pense, suivi le ministre des hydrocarbures et mines qui disait qu'ils sont même prêts à retirer le permis à toute personne ou à toute société qui va refuser de respecter les principes relatifs. Donc ils sont prêts parce qu'ils ne sont pas seuls. Madame, leur chiffre d'affaires va baisser, leur chiffre d'affaires va diminuer, mais ils ne vont pas partir, rassurez-vous, parce qu'ils savent qu'ils gagnent beaucoup. Leurs entreprises, il y a une dépendance ou une interdépendance entre l'Occident et le Sud. Donc, ils ne vont pas partir, ils doivent obéir, parce que je ne pense pas que nous ne sommes pas leurs enfants pour leur prier plutôt, restez s'il vous plaît. Ce sont des normes, c'est la loi, ils doivent le respecter car nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. Aristote, vous partagez la même opinion que Nissi ou vous avez un avis contre? Oui, je vais peut-être renchérir et puis avoir peut-être un autre son de cloche à donner. Mais moi, je pense que la loi, comme on nous dit dans la faculté de droit, a une portée générale. Et les parties prenantes de cette loi-là, il n'y a pas que les opérateurs dans les secteurs de mines, mais il y a aussi la population. Parce qu'il y a aussi quelques catastrophes qui sont causées à l'occasion de cela. Et les juristes savent que la compétence liée du chef de l'État qui est relative à sa signature de la loi qui vient du Parlement. Mes félicitations sont d'abord au Parlement qui a eu cette initiative-là de voter cette loi-là malgré nonobstant les pressions qu'il y avait ça et là. Et je connais les pressions qu'il y avait, même le ministre Martin Kabouelou aussi avait peut-être quelques inquiétudes dans sa manière de parler lorsqu'il fallait défendre des projets. Mais ce qui m'inquiète dans cette démarche-là, c'est le règlement minier, qui devra, entre guillemets, être une partie intégrante de la loi. C'est-à-dire la loi est là, et on a dit il y aura une réglementation minière ou un règlement minier subséquent pour compléter la loi. Mais ça me donne un peu l'idée des lois qui sont prévues dans la Constitution qu'on appelle les lois organiques, où la Constitution lève l'option et la loi organique va compléter. Mais la loi organique ne peut pas être contraire à cette option levée par la Constitution. Moi, je pense que les acquis reçus de la loi ne peuvent pas être trahis par les dits règlements miniers qui m'inquiètent par le fait que les opérateurs économiques étaient entrés au palais de la Nation très mécontents, très fâchés, et puis on les a vus sortir sourire. On ne sait pas ce qu'ils ont dit avec le chef de l'État. Je pense que le chef de l'État ne va pas trahir les Congolais. Voilà, il espère que le chef de l'État ne va pas trahir les Congolais. Joël Velou. Oui, moi je pense que le président de la République, en tant que premier avocat de la République, il a bien fait de promulguer cette loi, parce que ces projets datent. Déjà, je me rappelle, en 2015, il y avait ces projets existaient, mais c'était encore, on gardait toujours. Et puis, les méfaits du Code minier 2002. C'est quoi les méfaits du Code minier 2002? Je peux relever quelques méfaits. Par exemple, ce qui concerne les permis de recherche. Comment expliquer la République démocratique, un grand pays comme la République démocratique du Congo, il faut avoir un permis de recherche. Ce sont des étrangers qui nous diront à l'est il y a tel minerai, à l'ouest il y a tel minerai. Alors qu'on pouvait organiser une institution qui s'occupe des recherches, une institution composée des Congolais. Parce qu'il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Il peut trouver telle matière et il vous dira on a trouvé une autre matière qui n'a même pas de même valeur. Raison pour laquelle il était temps pour la République, je vois qu'on a supprimé les permis de recherche. On va créer une institution qui va s'occuper des permis de recherche. En ce qui concerne la fiscalité, la redevance minière.
comment envisager la redevance minière était imposée sur une imposition sur la valeur nette. La valeur nette déduit des charges. Alors que nous, on était dans une position de faiblesse, on ne pouvait pas mesurer les charges de cet achat de matières premières. Et puis cet achat encore se faisait entre des grandes puissances. Maintenant, ils vous diront que avant de payer la redevance minière, il fallait d'abord déduire des charges. C'est-à-dire, on a dépensé tant pour les transports, on a dépensé tant pour des recherches, tant pour des analyses. Et puis les montants restants, c'est les montants qu'on devait imposer. Alors que la République, sur ces points-là, la République, il y avait des millions, des milliards que la République perdait. C'était temps pour la République de renouveler. Encore, il faut soulever la partie écologique que les trois miniers, le code minier vient relever. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec la conférence internationale COP21, COP22, maintenant là c'est COP23, la République démocratique du Congo occupe une position très importante. Et notamment dans le secteur minier, avec la politique de renouvellement des énergies, on a vu en Europe les voitures automoteurs, dans 10 ans, 20 ans, ces voitures des voitures électriques, oui. Électriques, ça sera maintenant des voitures électriques. Alors que la RDC garde la réserve des 2 tiers de ces matières-là, ici. Et puis, ce nouveau code minier encore va, oui, je vais chuter par là, va encore remettre la RDC à une position de force. Élie, votre point de vue? Moi, le courage, je veux bien, oui. J'irai dans le sens d'Aristote pour féliciter plus le Parlement qui a associé le patriotisme à ce travail. Moi, je crois qu'il était temps, au regard de cet ancien code minier et de tout ce qui s'est passé, on ne va pas le rappeler ici, les amis l'ont bien dit, et au regard aussi de la transition énergétique, c'est-à-dire nous allons nous retrouver dans une position très stratégique, par exemple avec les colbates, avec la nouvelle technologie des voitures hybrides et des voitures électriques. Alors, il est temps quand même qu'on prenne ce courage-là pour qu'on profite un peu de notre sous-sol. Regardez dans quel état nous sommes. Nous pensons que, comme on a dit au début, ces codes-là peuvent être un espoir pour le Congolais. Mais encore, il y a les règlements miniers que Aristote vient d'évoquer. Il faudra que les gens qui négocient ça soient forts. Et pour cela, on connaît très bien le multinational, on connaît de quoi ils sont capables. Ce sont des gens, comme tout le monde le dit, qui n'ont pas d'état d'âme. Les affaires, c'est les affaires, donc eux, c'est leurs intérêts, ils s'en foutent de vous. Alors, il faut que ces gens-là soient forts. Et moi, je pense que cette force-là, ce courage, cette petite partie de courage peut-être qui reste, doit venir d'une cohésion interne. C'est-à-dire la même cohésion, par exemple, qu'on a fait preuve au Parlement. On doit les sentir à l'interne, c'est-à-dire pousser ces gens-là, ces ambassadeurs-là qui travaillent avec ces multinationales qui ont démontré clairement qu'ils ne veulent pas de notre bonheur, ils ne veulent que de leur intérêt. Moi, je crois que nous, en tant que Congolais, en tant que jeunes, c'est vraiment une affaire de tout le monde. Nous devons coaliser avec une force pour donner aussi à ces gens-là la force de batailler, afin que nous profitons quand même de ce qui nous appartient. Jos, vous voulez répliquer? En tout cas, je voulais juste compléter et mettre un peu de la lumière sur cette question de règlement minier. En 1 minute. Oui, en 1 minute. Vous savez, il faut d'abord voir pendant quel moment nous sommes en train de négocier ces tests. Et vous verrez qu'avec l'atmosphère aujourd'hui dans notre pays et le moment que nous sommes en train de négocier avec les multinationales, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Mon ami Aristote nous a fait une révélation et que ces chefs d'entreprise, quand ils entraient, ils étaient un peu furieux. Et en sortant, ils ont tous laissé un petit sourire. Vous devez savoir qu'est-ce qu'ils ont dû avoir comme assurance par rapport à ces codes-là. Et vous devez encore bien le retenir et bien le souligner que les multinationales veulent tous des intérêts. Et donc, pour que vous puissiez avoir de quoi réussir ou bien gagner chez eux, vous devez leur donner aussi de grandes faveurs. Alors, moi, je voulais juste donner ma petite révélation et que ces moments de négociation peuvent toujours être aussi à notre défaveur parce que la bataille n'a pas encore pris fin. Voilà, Joseph, en 1 minute. Oui, exactement. Moi, je pense qu'on peut parler de courage du chef de l'État, oui.
mais je ne peux pas m'empêcher d'émettre quand même certains doutes, parce qu'il faut le reconnaître, notre classe politique, notre classe dirigeante s'est faite maître dans l'art de produire des textes, ça c'est vrai, on est devenu maître dans l'art de produire des textes, mais il est tout aussi vrai que nous sommes devenus plus que maîtres dans l'art de les contourner. Parce que récemment, avec la date des élections, on a bien vu qu'on a su comment contourner cette date-là. Et aujourd'hui, avec la parabole, si je peux le dire ainsi, ou ce que Aristote venait de dire tantôt, où l'on voit les chefs d'entreprise entrer, rencontrer le président de la République un peu furieux et en ressortir souriant, il y a quand même de quoi avoir quelques réserves, parce que il y a à craindre que, bien sûr, la loi existe, mais que, puisque cette classe dirigeante a l'habitude de s'en foutre complètement, que la situation des Congolais ne change pas. Parlons justement de ces richesses-là, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est quoi? Ce que dans un article que je suivis, mais aussi dans un reportage réalisé par France 24, on essaie de démontrer l'impact que pourrait avoir une fermeture des portes de la RDC. Par exemple, dans l'industrie automobile, par exemple, on s'est rendu compte que les grandes marques dépendent justement des matières premières de la RDC. Alors, on démontrait qu'il suffit qu'un jour la RDC se réveille un bon matin et se dise « Comme vous ne voulez pas négocier d'égal à égal avec nous, nous fermons nos robinets et voyons ce que vous allez faire pendant un certain temps. » Et il y aura quand même un respect qui permettra à ce que nous puissions traiter avec ces gens-là d'égal à égal, parce que là, on est toujours en une position de défaveur. Et le vœu que nous voulons vraiment essayer d'émettre aujourd'hui, c'est de voir ce code minier être réalisé. Qu'on ne se limite pas seulement à applaudir les gens parce qu'ils ont produit le texte, mais que ce texte soit surtout appliqué pour le bénéfice du peuple congolais en général. Et donc, pour compléter un petit mot, le code minier aujourd'hui est une arme forte pour un gang qui veulent bien tirer le drap de leur côté. Et donc, ils savent très bien que user de ce code maintenant, et ça mettra en mal ceux qui le mettent un peu en difficulté. Et donc, moi, je pense que l'atmosphère et le temps choisi pour négocier le code est un peu à regarder avec beaucoup d'attention. Parlons toujours du courage. Selon Jeune Afrique, dans sa parution du 2 mars de cette année, le ministre des Mines, Martin Kabouloulou, a prévenu les opérateurs miniers présents en République démocratique du Congo que ce nouveau code minier allait les atteindre comme un feu de brousse et qu'il leur faudrait avoir de racines profondes pour survivre et renaître. Alors, chers cogiteurs, que pensez-vous de ces propos de ministre de Mines, Martin Kabouloulou? Déjà, cette phrase-là, j'aime pas trop. Hein. C'est un peu trop direct, c'est vrai. C'est vrai que ce code minier vient un peu comme, je dirais, une épée de Damoclès sur la tête de certains miniers ou de certaines sociétés minières. Mais la phrase dire qu'ils doivent avoir des racines solides, c'est comme si on est dans un terrain de combat. Maintenant, c'est la guerre entre nous. Je pense qu'on ne doit pas évoluer dans un système de guerre. C'est vrai. Nous devons... C'est une phrase un peu dit de façon souveraine. Hein. Nous sommes la RDC. Si vous refusez, vous devrez partir et tout. La phrase n'est pas totalement bonne et diplomatique, mais l'esprit, si je dois entrer dans l'esprit un peu ou dans la pensée de son Excellence, Monsieur le ministre de Mines, il a quand même raison, parce que ces miniers-là doivent prendre en compte ce qui est dit, parce que dans la plupart de nos textes, moi j'aimerais bien prendre toujours l'exemple du code minier des hydrocarbures, parce que ce sont des ressources naturelles qui peuvent vraiment nous aider à renflouer non seulement nos caisses, mais à nous amener également au développement. Si ces textes, on a tout à l'heure parlé de l'effectivité, si ces textes est appliqué comme il est dit, si ces textes est appliqué de son premier article jusqu'au dernier, je pense que la RDC sortirait bénéfique totalement. Et on a rappelé ça tout à l'heure ici. Ils ne peuvent pas se séparer de la RDC. Nous sommes parmi les pays qui produisent 60%, je pense, du cobalt du monde. Exactement. Donc 60% du cobalt du monde. Et ces cobalts-là aident à fabriquer ces téléphones et beaucoup d'autres appareils. Donc ils ne peuvent pas se séparer de nous. On doit négocier. Et j'aimerais bien rentrer sur les règlements miniers. Je ne sais pas, l'autorité qui prend ces règlements, c'est les ministres qui ayant les mines dans ses attributions. Alors je pense que c'est... l'heure est venue qu'il soit un peu sérieux et que la République lui serait reconnaissant. Parce que si
il veut aller dans la bouillabaisse ou pour faire plaisir à ces sociétés-là, ils vont venir. Madame, ils vont obéir, ils vont respecter. Si nous prenons notre courage et nous disons que ce texte devrait être respecté, comme le ministre l'a dit tantôt aussi dans un reportage Jeune Afrique toujours, s'il retire, il arrive comme il a fait, je pense une fois d'ailleurs à un Canadien, s'il retire vraiment ses permis à quelqu'un, je pense que ça va donner l'exemple aux autres. On est dans une situation d'interdépendance, ils ne peuvent pas laisser la RDC. La RDC est aujourd'hui comme ces diamants autour d'une table, tous les yeux sont braqués sur nous. Donc je pense qu'on doit insister sur l'effectivité de notre texte et que ce règlement minier doit venir conforter la loi qui est prise. Donc le règlement ne doit pas venir contredire la loi, mais venir plutôt conforter la loi. Je pense que si ces miniers sont sortis, comme l'a dit tout à l'heure Aristote, avec un sourire aux lèvres. Je ne sais pas pourquoi ce qui a été dit, on ne sait pas. On n'a pas eu écho de cela. Mais je pense que les règlements miniers, s'il vient comme les règlements des hydrocarbures est venu conforter la loi sur les hydrocarbures et ces règlements-là viennent conforter la loi sur les mines, ce serait une très bonne chose pour la République. Voilà, ça sera une très bonne chose pour la République. Joseph Madimba, vous ne voyez pas que le ministre de Mines fait de la menace envers les entreprises minières? Alors, de la menace, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que si vous avez suivi au mois de février dernier, du 5 au 8 février, je crois, l'événement qui a été organisé, le Mining Indaba, durant lequel M. Albert Yuma a essayé de mettre un peu quelques points sur les i, devant justement ces chefs d'entreprise minières. Le ton qu'il avait utilisé, je pense qu'il n'est pas loin de celui que le ministre venait d'utiliser tout à l'heure. Et ils étaient là devant lui, et le monsieur, les chefs d'entreprise n'avaient rien à dire. Ils savaient réellement qu'ils étaient coupables. Alors moi je ne pense pas qu'on doit tergiverser là-dessus. Il faut appeler le chat par son nom, il faut leur dire le mal qu'ils font et il faut avoir son courage pour mener cette lutte jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? C'est que la République démocratique du Congo puisse réellement profiter de ses richesses. Parce que dans un article qui a été aussi publié, on essaie de faire une petite comparaison. On se rendait compte que la RDC, dans ses recettes minières, se retrouvait avec quelque chose comme 800 millions de dollars, alors qu'en réalité, elle devrait se retrouver avec un peu plus de 2 milliards de dollars. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment paradoxal, cet écart entre ce que l'on devrait avoir et ce que l'on a, que le temps utilisé n'est pas, à mon avis, hors de la mesure. Donc, voilà, Elie. Moi, j'ai trouvé la phrase un peu très forte, mais je comprends le ministre. Quand on a des sommes de chiffres comme de 7 000 milliards de dollars dans le domaine des téléphonies et tout ça, et tout ce qui est mobile, dans la transformation de ce qui vient de la RDC, quand on a des documentaires comme les smartphones de sang, c'est tout à fait rationnel et naturel, surtout qu'on a des sentiments et tout, de réagir de cette façon. Mais entre-temps, on ne peut pas faire bloc, parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas d'expertise pour exploiter et transformer. C'est-à-dire on a, de l'autre côté, besoin de ces gens-là. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Le problème, c'est qu'on doit vraiment négocier d'égal à égal, puisque chacun doit gagner ce qu'il doit gagner, et on reste là. Sinon, si on commence à faire bloc maintenant, ça sera difficile. Je ne dis pas que ces miniers vont partir parce que les enjeux sont très importants. Partir, c'est-à-dire c'est renoncer à la nouvelle technologie, c'est renoncer à beaucoup de choses. Ils vont aller à la Chine, mais la Chine est classée deuxième à cause grâce à nos minerais qui vont là-bas, parce que nous, on ne sait pas exploiter tout ça. Normalement, il n'y a que la RDC qui a, par exemple, une grande ressource en cobalt. Ils ne vont pas partir, mais ce sont quand même des partenaires. Et surtout qu'on a besoin d'argent pour, par exemple, des besoins très récents comme les élections. Je ne crois pas qu'on doit jouer au sentiment, restons rationnels, faisons les choses telles qu'elles doivent être faites. Et je crois que la RDC sera peut-être gagnante dans cette négociation. Voilà, la RDC sera gagnante dans cette négociation. Aristote Chikunga, est-ce que c'est sans des dires susceptibles pour favoriser un bon climat pour un partenariat? Les dires du ministre de Mines. Moi, je pense d'abord, là, vous êtes sur une préoccupation de fond, mais moi, j'aimerais essayer un peu de me relever sur la forme avant d'entrer dans le fond. Du point de vue de la forme, bon, voilà, le ministre a parlé,
Mais moi, je pense que je ne peux pas tout de suite donner un chèque à blanc par rapport à ces propos des ministres. Nous sommes habitués avec une rhétorique exagérée et puis négative, voire même, qu'on dirait même la démagogie, comme on disait en Grèce antique. Et on ne sait pas très bien faire la nuance entre ce qui est dit et puis ce qui sera fait, parce que, on voit même à travers, au-delà même du code minier, même dans la gestion du pays au quotidien, et puis à travers les autres lois, voire même la loi fondamentale qui est la Constitution. Quand les chefs de l'État avaient promis que les élections seraient organisées, bon, les élections n'ont pas été organisées, mais à plus forte raison, un ministre qui n'a pas assez de pouvoir. Et moi, je ne me permets pas, quand j'ai dit, je me relève d'abord au niveau de la forme, hein, donc sur le plan de la forme, je mets la forme comme ça s'est présenté, je ne donne pas mon crédit, n'est-ce pas, au ministre de croire à ce qu'il a dit. Accélère. Alors, comme je ne crois pas à ce qu'il a dit maintenant dans le fond, maintenant il faut voir, bon, il a été direct, bon, ce qu'il dit, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que ça sera appliqué? Moi, je me demande, bon, entre ce qui est dit et ce qui doit être fait, qu'est-ce qui est important? Moi, je suis parmi les gens qui pensent à ce qui doit être fait. Attendant qu'ils tiennent ces opérateurs du secteur minier, comme sont ses propos. Et là, je vais le croire, parce que là, je n'en crois pas. Et voire même au niveau de la justice, si je peux peut-être faire une petite extrapolation avec la double nationalité, qui n'est pas notre sujet, qui est maintenant en train d'être, avoir le vent poupe maintenant là. On dit, voilà, tel est de double nationalité, qui les nomme? Pourquoi on ne le poursuit pas? Bon, voilà. C'est lui qui nomme là, pourquoi on ne le poursuit pas? Joël Velou, votre point de vue. Je pense l'aîné, il a dit, Maître Aristote, c'est-à-dire, déjà, quand on a des émissions ici à Cogito, j'aime ce qu'il dit toujours, à ce qui concerne la souveraineté. Et je pense que c'est ça que les ministres ont fait preuve. C'est-à-dire, nous sommes un pays souverain et nous avons nos richesses. C'est-à-dire, on a cette propriété-là de faire de nos richesses, de ce qu'on veut. D'ailleurs, le ministre, ce qu'il a dit, lui, il est un peu dans son discours, c'est abordable. Je me souviens d'ancien président brésilien qui a donné une obligation à ces investisseurs-là. Si vous voulez les minéraux brésiliens, il faut amener votre technologie à 40% au Brésil. Mais au moins, chez nous, on a seulement un peu élevé les taux. Ça, c'est pas un problème. Lui, il était même dur. Moi, je pense que la question de la République, c'est la première question. Si on doit défendre la question de la République, il n'y a pas de sentiment, c'est la souveraineté. Entre la souveraineté, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'empathie. Entre la souveraineté, on défend la République. Et je pense, au-delà du discours du ministre, le problème, c'est les recouvrements. Il est bien bon d'avoir des bons textes. Déjà, avec d'autres impôts, avec la fiscalité classique, on n'arrive pas à totaliser les montants perçus. Pourrions-nous espérer... à atteindre les assignations. C'est ça. Pourrions-nous espérer, avec la fiscalité minière, on va vraiment atteindre les recouvrements? Parce que c'est ça le plus grand problème. On peut dire, vous allez payer tant. Est-ce ces montants-là, c'est le montant qui sera versé à la caisse de l'État? C'est ça la traçabilité. C'est un bon texte, mais la traçabilité. Loin de là, je ne m'inscris pas dans le procès d'intention, mais j'espère, c'est ça aussi des droits. J'espère et je donne... Oui. Et je donne mon avis pour dire que j'espère au moins ce que le ministre a dit. Espérons que ça sera le cas. Parce que la République perd des milliards. Voilà. Joël Velou a dit que espérons que le ministre pourra exécuter ce qu'il a dit. Joseph, quel est votre point de vue? Moi, je continue encore à marteler et insister pour dire que le temps qui a été utilisé, moi, je ne trouve pas que ce temps soit arrogant. Parce que ce qui est arrogant, c'est l'attitude de ces grandes multinationales qui, depuis toutes ces années, profitent indûment de nos richesses. Et je pense que le fait que le ministre se soit prononcé ainsi, je n'y vois pas vraiment de mal. Et je pense que si tu veux me donner 30 secondes, on pouvait même être beaucoup plus saillant dans les termes. Si depuis des années, la RDC ne profite pas de ces richesses, est-ce que c'est la faute de ces opérateurs? C'est notre faute. Alors, je pense que c'est la faute de la RDC. Je peux réagir. Depuis tout ce temps, pourquoi nous n'avons pas réformé? C'est une très bonne question. Il faut poser la question. C'est la faute de la RDC. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est la faute de la RDC. C'est pas l'histoire qui va nous donner. C'est pas l'histoire qui va nous donner. On nous avait promis quelque chose en 2002 quand on avait pris ces codes. On nous avait promis. Mais lorsque vous voyez que le contrat que vous avez fait, il y a des conventions minières. La République, en
respecter. avec Mais la qu'est-ce qui vous situation empêche politique de la depuis tout ce République. temps de On réformer? était dans une position de faiblesse La en RDC, 2020. la On était dans RDC, une position de Mais faiblesse. si, s'il vous On plaît, avait, s'il vous plaît. on avait cette On a obligation-là. toujours eu guerre, On on a avait- toujours eu... S'il On vous nous a plaît, promis. s'il vous plaît, chers cogiteurs, c'est Joseph qui détient. Je voudrais dire jusque-là la ceci, je voudrais parole, dire s'il ceci. vous plaît. Certes, depuis tout ce temps, il y avait un code minier, mais je ne voudrais pas ici regarder ce code minier avec des lunettes du nouveau code minier. Je voudrais m'attarder seulement sur ce code minier-là. En me basant sur les propos de M. Albert Yuma, il avait de manière très déployée, démontré que même ce code minier qui existait, celui de 2000D, n'avait pas été respecté par les multinationales. Ce qui est vrai. Donc je voudrais d'abord m'attarder sur ça. Pendant tout ce temps, c'est vrai que nous avons notre part de responsabilité. Mais d'une certaine manière, ils ont fraudé. Ils doivent le reconnaître. Moi, je pense qu'on devrait aller plus loin pour essayer de les poursuivre afin qu'ils puissent rendre tout ce qu'ils ont indûment gagné contre l'État congolais. Non, mais il le disait, il présentait des chiffres par rapport à ça. C'était une convention. Voilà, s'il vous plaît, chers cogiteurs, Josca Lenga, es-tu d'accord avec... Mais moi, j'ai suivi, j'ai lu un article où je pense que c'est monsieur de la société Glencore, si je ne m'abuse, qui disait que lui, il va... Si les clauses telles que... Parce qu'il y a eu de conventions, il y a eu de conventions minières entre la RDC et ces sociétés. Il dit que il dit si ces conventions, en principe, ça court jusqu'aujourd'hui. Et il dit si ces conventions ne sont pas respectées, lui, il est prêt d'aller jusqu'aux instances ce sont des mots. Ce sont des mots. Contre la RDC. Ce sont des mots. S'il vous plaît, chers cogiteurs, s'il vous plaît, J'étais en train de dire qu'on ne doit pas y aller avec des bandeaux aux yeux, on doit être clair. Nissi, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons écouter Joël? Les clauses léonines en droit ne sont pas permis. C'est-à-dire, la RDC ne gagne rien, absolument. Il n'a pas raison. Vous ne gagnez rien sur base de la faiblesse de l'effectivité de vos textes. Alors, chers cogiteurs, mais aussi à leur niveau, ils ont tort. À leur s'il vous niveau, plaît, ils ont chers tort. cogiteurs, comportez-vous en responsable. Nissi, s'il vous pas. plaît. Jos, que penses-tu de tout ce que le cogiteur... Je pense que les nouveaux codes miniers ou bien le code minier qui est d'actualité souffre de trois problèmes. En fait, les problèmes, c'est de trois ordres. Le premier problème, c'est les problèmes d'intérêt. Le deuxième problème, c'est le problème de confiance. Et le troisième problème, c'est la question de la responsabilité de l'État. En fait, moi, je trouve qu'actuellement, nous voulons maintenant prendre notre responsabilité en main, récupérer notre souveraineté tant vantée par nos différentes autorités. Surtout les ministres sur la mer Médée. Par nos différentes autorités. En tout cas, c'est sur ces points-là que moi, je pense mettre les trois problèmes de notre nouveau code. Mais il faut aussi le souligner par rapport à votre question. Oui. Pourquoi le ministre Martin Kavoulou avait utilisé un tel ton? Si vous avez appris les techniques de négociation, de fois quand on va dans une négociation avec quelqu'un qui est plus fort que vous, excusez, on ne va pas avec une attitude de faible. Il faut aller avec une attitude de gens qui savent menacer. C'est une attitude des gens responsables aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le ministre Martin Kavoulou de menacer ces gens-là parce qu'ils pillent ce qui est vrai. Ils pillent la République. Mais là où je reste encore très vigilant, parce que je vous ai dit les moments choisis pour négocier les codes. Pour négocier le code, vous devez savoir ces questions aussi d'intérêt. C'est que avant de donner des faveurs, autres faveurs à ces gens-là, ils doivent vous rassurer d'autres intérêts. Et vous devez aussi vous-même vous imaginer quel est l'intérêt poursuivi actuellement pour savoir est-ce que le code sera vraiment appliqué. Voilà. Alors, Jos nous a parlé tantôt des trois bases, l'intérêt, la confiance et la responsabilité de notre État. Alors, Marc Boustov, patron et fondateur de Rheingold, opérateur de la mine d'or d'Ekibali en Ituri, répondant au ministre Kabolulu, lui a rétorqué ce qui suit. Vous risquez de tout brûler sur votre passage. Alors, chers cogiteurs, comment comprenez-vous cette réaction du patron Rheingold, Aristote? Oui, j'allais vraiment intervenir sur cette question. Je vois la question sous examen a beaucoup de liens avec la question précédente, mais je n'en vais pas à ce qui est passé. Et je m'attelle à celle que vous venez de soulever là. Oui. Et moi, je pense vraiment il faudrait attendre de même oreille que moi les propos de Jos, parce qu'il faut voir l'intérêt qu'il y a
les multinationales, c'est qui les multinationales? Sur les multinationales, quand on dit la France, la position de la France qui prend position par rapport à un pays, c'est par rapport à ces hommes d'affaires qui sont là. Et Gbagbo est parti pourquoi? Pour Gbagbo, on a remplacé par... C'est à cause du cacao, des cotons. C'est parce que Ouattara a permis les choses. Quand Sarkozy est venu en 2009, vous avez vu les mutations qui sont faites? Total est venu. Il y avait des hommes d'affaires qui comprennent toujours des grands chefs d'État. Quand Trump va en Chine, c'est ça, voilà. Ce sont les intérêts d'abord dans ces États-là qui comptent. Lorsque le monsieur-là est en train de parler, il faut le prendre au sérieux. En tout cas, moi, je vous conseille. Le ministre, j'avais dit, il faut pas prendre le ministre au sérieux. Je m'assume. Hein? J'ai mes raisons, moi. Je suis libre, d'ailleurs, on est en démocratie. Alors, mais le gars là, hein, le chief là, le shérif de cette entreprise-là, il faut le prendre au sérieux parce qu'il a un mot à dire, il a le mérite du conseil auprès des États. D'accord? Et même, ils ont même des syndicats, des chefs d'entreprise au niveau mondial qui influencent même les décisions prises sur les États. Lorsque les présidents en Afrique restent et se maintiennent au pouvoir... En une minute, soit oui, j'en fais comme une minute, d'ailleurs, je reste avec 50 secondes. Oui. Alors, avec le système de dévolution et, n'est-ce pas, de remplacement dans les institutions politiques en Afrique, on sait comment est-ce que les jeux se jouent avec ces occidentaux-là. Merci. Et il faut se tenir avec beaucoup plus de conviction que ces multinationales-là déterminent beaucoup les puissances internationales qui décident de sortir en Afrique. Joël. S'il vous plaît, moi je voulais soulever un problème. C'est un problème sérieux. C'est déjà votre dernier mot. Hein? Pas de problème. C'est un problème sérieux. On a promulgué la loi le 9 mars durant cette année électorale. Vous le savez très bien que la RDC n'a pas la capacité de sécuriser son territoire. Les propos tenus par l'investisseur en question, on peut contourner pour dire qu'il y a maintenant des groupes rebelles créés par ces gens-là parce qu'il y a les nouveaux codes miniers. C'est ça le danger. Ouais. Il faut voir, c'est vraiment sérieux. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a pu accélérer. Je vous rappelle que ce projet date de 2015. C'est ça mon dernier mot. Et nous, on doit être vigilants. C'est ça. Les Congolais, soyons vigilants, comme l'a dit Joël Velou. Joseph Madimba, votre dernier mot. Oui, alors moi je crains, j'ai une crainte en moi, en tout cas, c'est celle que ce nouveau code minier, par rapport au contexte dans lequel il a été produit, que cela n'ait en réalité qu'un impact politique et non un impact socio-économique. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous sommes en 2002, jusqu'aujourd'hui en 2018. Pourquoi fallait-il attendre la fin de la législature? Pourquoi fallait-il attendre la fin de la mandature du président de la République pour que ce code soit promulgué? Alors moi, je crains que nous puissions retomber encore dans cette lutte-là à vouloir s'approprier un certain héritage en matière minière, mais que l'on n'ait pas réellement un réel souci quant à la situation économique, socio-économique des Congolais. Donc je voudrais vraiment attirer là l'attention des Congolais parce que ce sont encore eux qui sont les principaux acteurs. Le peuple congolais doit rester vigilant, doit suivre à la loupe tout ce qui s'est fait pour déceler le vrai du faux. Voilà. Jos, en tout cas, le code minier tel que présenté apportera beaucoup de changements pour les peuples congolais si on l'appliquait comme tel. Mais comme je le dis tout à l'heure, c'est un code qui peut être utilisé comme une arme forte pour un camp et qu'à ces moments, nous sommes tous vigilants pour savoir réellement est-ce que les codes miniers vont produire des effets positifs. Mais la population, c'est que la population attend, ce n'est pas qu'on lui dise de chiffres, parce que nous sommes habitués depuis un certain temps qu'on nous dise de chiffres, 2,3%, 4,5%, que la population ne maîtrise pas très souvent. Et qui n'a pas de retombées sur les paniers des ménagères. Donc, les plus, c'est que la population veut voir les choses changer, les prix baisser, tout ça, c'est ce qui expliquera de manière claire à la population que vu vos minéraux, maintenant là vous avez la possibilité de vivre aisément. À part ça, je vois aucune façon d'expliquer. Elie, votre dernier mot. Moi je dis que l'avènement du code minier est à saluer. Mais l'application de ces codes miniers passe par un leadership sérieux. C'est-à-dire, on a eu le code minier de 2002. C'était un code minier attractif. On devrait avoir des investisseurs. Mais pourquoi est-ce que même pour le peu là, on ne l'a pas ressenti? C'est parce qu'il y avait de la magouille à l'interne. C'est parce qu'il y avait des choses qui se faisaient que nous, par exemple, l'opinion nationale n'a pas
maîtrisé. Et faisons attention, parce que c'est un point qui peut nous amener à la défaillance. Ces gens-là sont puissants, ils sont partout. Ce sont eux aujourd'hui dans des grandes organisations, ce sont eux qui créent la guerre partout. Et quand nous n'arrivons pas à régler nos problèmes internes, c'est-à-dire le problème de confiance, comme Jos l'a dit, ils peuvent en profiter pour mettre la guerre ici. Et quand on met la guerre, c'est fini, c'est tout, c'est l'anarchie. Ils font comme ils veulent, ils s'en foutent de vous. Alors moi, j'ai dit que le Congolais doit être attentif. Cette fois-ci, on ne parle pas d'un problème d'un camp ou d'un autre. On parle d'un problème de Congolais. C'est-à-dire c'est l'avenir du Congo. De nous, de nos enfants, de nos petits-fils, je ne sais pas moi, une litanie de gens. On doit être sérieux dans ce qu'on fait. Oublions un peu nos querelles à l'interne et tout ça. Faisons une coalition et luttons contre ces gens-là pour que nous soyons enfin gagnants dans cette discussion, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, Nisri. Moi, je dirais peut-être pas luttons contre ces gens-là, mais ayons cette capacité de savoir négocier avec eux. C'est un peu comme si tu mangeais avec le diable. Tu dois avoir de longues fourchettes, sinon il va te manger. Donc, la RDC doit prendre conscience. Nous devons prendre conscience parce que 90 ou 80% de l'économie congolaise est basée sur les mines. Alors, si nous ne prenons pas conscience de cet aspect des choses, si nous le faisons par je ne sais quoi, parce que l'on veut que l'on pense de nous, que l'on a réformé, que l'on a pris des décisions, que l'on a parlé, parce qu'on peut parler. Parler, c'est bien. Aristote l'a dit tout à l'heure, moi je ne veux pas être dans le camp de ceux qui parlent, mais de ceux qui font ce qui doit être fait. Donc je pense parler c'est bien, nous devons prendre conscience, être sérieux, parce que si ces codes est appliqué dans son premier, je répète, jusqu'à son dernier article, la RDC sortira gagnant. Voilà, si ce code est appliqué, la RDC sera gagnant. Voilà, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Comprenez que cette émission et ces sujets est vraiment costaud et prochainement on pourra encore revenir sur ce même thème. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Vous qui aimeriez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous contacter via les numéros affichés au bas de votre écran. Et nous remercions la grande équipe de cette émission Cogito. Là, nous voyons M. Pierrot Niembo, Patrick Mambo et Mr. Scott. Quant à moi, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse.